Non, mais c'est le sien en fait. Je t'ai gagné. Alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus, plus aussi nombreux, c'est superbe. Et puis, nous, on vous souhaite un très bon spectacle et à tout à l'heure. C'est vrai qu'on pourrait presque sentir encore la limaille, c'est dans l'air, quoi. On peut. Là, en tout cas, ça commence à venir, mais c'est Véronique qui a senti, en fait, comme la première. Bon, t'es enceinte, ça facilite. Ça sent quoi? Ouais, mais ça sent vraiment, oui. Là, ça sent vraiment. Là, on les verrait, en restant ici, on les verrait encore avec les meubles, tu sais, le casque. On verrait les étincelles partout. On verrait le machiniste en train de dire ouais, attention, machin, tu sais, de faire bouger le ballon. C'est drôle parce qu'à cet endroit-là, on sent l'activité qu'il y a eu. Mais avant. On était sur scène, moi je peux que ressentir l'aspect de ce qui se passe maintenant et de la nécessité de créer un contact. Mon père, quand j'étais petit garçon, il se projetait à travers moi, dans le futur. C'est-à-dire qu'il pensait qu'un jour, j'allais venir ici, puis j'allais lui succéder, puis j'allais passer une génération ici. Ça, il en était certain, il me l'avait d'ailleurs, il me l'a dit des centaines de fois, ça. C'est vraiment, il y avait un CV qui a été écrit d'avance, puis ce CV, il se terminait ici. Mais je pense que dans cette logique, il ne voulait pas me faire venir ici parce qu'il ne voulait pas, je ne sais pas exactement pourquoi, il ne voulait pas m'exposer à la vue des autres. Il ne voulait pas que je sois embêté par quelqu'un ou par Victor. Il me gardait en réserve. C'était sa réserve perso et un jour, il allait sortir l'arme fatale et il allait se prolonger d'une génération. C'est vrai. Mais bon, à un moment donné, il m'a dit « Est-ce que tu veux me succéder ?» Puis moi, j'ai regardé ça d'une manière personne, c'est-à-dire « Non, c'est pas tout à fait mon truc. »
Et je pense que lui, il n'a pas vraiment mis dans cette question le poids qu'il aurait voulu y mettre. Et puis il a voulu respecter ma réponse, et moi non plus, j'ai pas perçu toute la dimension extra professionnelle qu'il y avait dans la question, et j'ai peut-être pas voulu l'entendre non plus, ce qui fait que là, on s'est pas retrouvés. Et moi, je suis parti ailleurs, mais vraiment ailleurs. Il aurait dû insister. Je pense que s'il m'en avait plus parlé, s'il m'avait plus montré ce que c'était, puis s'il m'avait plus rendu évidente la chance d'avoir une entreprise familiale, ça, je pense que j'aurais fait autrement. De toute façon, c'était des taiseux dans tous les domaines, même dans le domaine des sentiments. C'était des gens qui... Je suis arrivé un jour, il était malade. Mon père, il était à l'hôpital. Ça venait toujours des problèmes cardiaques, donc c'était vraiment des problèmes sérieux. Et puis, c'est fou parce que moi, à ce moment-là, j'avais peut-être 27-28 ans. Je travaillais à Bâle. Je venais ici le week-end, comme on vient le week-end voir son père à l'hôpital ou autre. Et puis, je me vois toujours, je pourrais dire quelle chambre à l'hôpital je suis. Et puis, il me dit, pour la première fois de ma vie, il dit « Ouais, il y a peut-être du courrier en retard. Est-ce que tu pourrais aller regarder le courrier ?» À l'atelier, comme il dit. Moi, j'ai dit oui, pourquoi pas. Donne-moi la clé, je vais aller voir. C'est la première fois que je mettais les pieds, hormis en tant que gamin pour les rares fois où je venais avec lui. La première fois, ici. Et j'ai arrivé. Ce courrier en retard, c'était une montagne de dettes et d'horreurs qui me sautait à la figure pratiquement à chaque bout de papier que je touchais. Puis tu te dis, c'est impossible, on est au milieu de la fin du monde ici. Alors je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais essayer de le faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis installé là. Et lui, il est sorti de l'hôpital, il n'est plus jamais revenu ici. Jamais. C'était un géant, hein. C'était quelqu'un avec une personnalité très très forte. On avait un géant dans la maison, donc on ne craignait rien. Et c'est là que je voyais ce personnage qui devenait... Tac, il changeait complètement de position, c'est-à-dire c'est lui qui avait besoin de moi. Et c'était vertigineux pour moi. J'ai dit, comment est-ce que lui peut avoir besoin de moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour lui? J'allais venir ici, puis j'allais lui succéder, puis j'allais passer une génération ici. Ça, il en était certain, il me l'a dit des centaines de fois, ça. C'est vraiment, il y avait un CV qui a été écrit d'avance, puis ce CV, il se terminait ici. Mais je pense que dans cette logique, il ne voulait pas me faire venir ici parce qu'il ne voulait pas... Je ne sais pas exactement pourquoi, il ne voulait pas m'exposer à la vue des autres. Il ne voulait pas que je sois embêté par quelqu'un ou par Victor. Il me gardait en réserve. C'était sa réserve perso et un jour, il allait sortir l'arme fatale et il allait se prolonger d'une génération. C'est vrai. Mais bon, à un moment donné, il m'a dit « Est-ce que tu veux me succéder ?» Puis moi, j'ai regardé ça d'une manière personne, c'est-à-dire « Non, c'est pas tout à fait mon truc. » Et je pense que lui, il n'a pas vraiment mis dans cette question le poids qu'il aurait voulu y mettre. Et puis, il a voulu respecter ma réponse, et moi non plus, je n'ai pas perçu toute la dimension extra professionnelle qu'il y avait dans la question, et j'ai peut-être pas voulu l'entendre non plus, ce qui fait que là, on ne s'est pas retrouvés.
Et moi, je suis parti ailleurs, mais vraiment ailleurs. Il aurait dû insister. Je pense que s'il m'en avait plus parlé, s'il m'avait plus montré ce que c'était, puis s'il m'avait plus rendu évidente la chance d'avoir une entreprise familiale, ça, je pense que j'aurais fait autrement. De toute façon, c'était des taiseux dans tous les domaines, même dans le domaine des sentiments. C'était des gens qui... Je suis arrivé un jour, il était malade. Mon père, il était à l'hôpital. Ça venait toujours des problèmes cardiaques, donc c'était vraiment des problèmes sérieux. Et puis, c'est fou parce que moi, à ce moment-là, j'avais peut-être 27-28 ans. Je travaillais à Bâle. Je venais ici le week-end, comme on vient le week-end voir son père à l'hôpital ou autre, et puis je me vois toujours, je pourrais dire quelle chambre à l'hôpital je suis. Et puis il me dit, pour la première fois de ma vie, il dit « Ouais, il y a peut-être du courrier en retard, est-ce que tu pourrais aller regarder le courrier ?» À l'atelier, comme il dit. Moi j'ai dit « Oui, pourquoi pas. Donne-moi la clé, je vais aller voir. » C'est la première fois que je mettais les pieds. Hormis en tant que gamin, pour les rares fois où je venais avec lui, la première fois, ici. Et j'ai arrivé, ce courrier en retard, c'était une montagne de dettes et d'horreurs qui me sautait à la figure pratiquement à chaque bout de papier que je touchais. Puis tu te dis, c'est impossible, on est au milieu de la fin du monde ici. Alors je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais essayer de le faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis installé là. Et lui, il est sorti de l'hôpital, il n'est plus jamais revenu ici. Jamais. C'était un géant, hein. C'était quelqu'un avec une personnalité très très forte. On avait un géant dans la maison, donc on ne craignait rien. Et c'est là que je voyais ce personnage qui devenait... Tac, il changeait complètement de position, c'est-à-dire c'est lui qui avait besoin de moi. Et c'était vertigineux pour moi. J'ai dit, comment est-ce que lui peut avoir besoin de moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour lui? Et c'est vrai, il était là, il était tout nu. Et puis bon, il m'avait vite donné le témoin au moment où il arrivait encore à me le donner et où il s'est dit que j'arriverais à comprendre le message, parce que ce message, on n'avait pas réussi à se l'échanger précédemment. Et puis voilà, après, bon, j'ai assez vite réalisé que c'était un travail d'Hercule. J'ai quand même cru qu'on pouvait arriver à quelque chose. On a essayé de vendre, on a essayé diverses choses. Mais comme l'allusion que j'ai faite tout à l'heure, lui, il n'a pas survécu longtemps. Il est resté 2 ans en fin 90, il est mort. Et puis, début 91, on a dit on arrête, ça va pas. On avait fait déjà des conneries pour essayer de survivre encore un peu plus longtemps, et cette fois, il fallait arrêter. Alors, on voit ici, on est proche des convecteurs actuels, les panneaux radiants qui sont très chauds. Et de ça, bon, ça c'est très très confortable. Puis, quand on lève la tête, on voit la vraie installation de chauffage de cette halle. Ce sont des aérochauffeurs.
Et moi, j'ai des souvenirs de certaines années en hiver où le toit là-haut, il n'était pas isolé. Ah, c'est simplement des termites posés sur des fermes. Et puis, les citernes consommaient tellement de benzine, de mazout, qu'on devait faire venir presque tous les 2 jours le marchand de mazout pour remplir les citernes. Et on n'arrivait pas à monter la halle à plus de 8-9 degrés. Ça veut dire que les gens claquaient des dents à l'intérieur, parce que c'est un volume qui est tellement grand, qui était tellement mal isolé. Alors, c'est les années où... Bon, maintenant, il fait froid dehors aussi, mais il y a des années où il y a eu une année ou l'autre où c'est vraiment tombé, style moins 17, moins 18 pendant 2-3 jours. C'est des pics de froid. Alors, on voit ces aérochauffeurs avec tous les systèmes qui les alimentent ici, quoi, voilà. Après... Et à un moment donné, on a eu une fois, ça c'était juste extraordinaire, Pascal Auberson. Avec Faccioli et puis les trois, ils jouaient souvent ensemble. Pascal Auberson, il y avait... Je sais plus le nom. Vous connaissez pas? Trop jeune. Pascal Auberson, puis après il en avait 2 autres. Ils faisaient de la musique. Et on les a fait venir, donc ça c'était un énorme truc de les avoir fait venir. Et ils caillaient ici dedans, on pouvait que faire l'été. Alors Guy Pierre et puis Philippe, ils ont passé la journée, on avait toutes les chaises dans la salle là, ils ont passé la journée à augmenter le chauffage. Remonter le chauffage parce qu'on avait une vieille chaufferie là-bas derrière qui fonctionnait que par là. Et puis ce spectacle, il devait être, je pense, à 7h le soir ou je sais pas quoi. On avait mis des couvertures pour les gens et tout. Puis ils étaient là, mais pourvu qu'ils fassent, et je crois qu'on est arrivé juste à 18 degrés, tu vois, un truc dans le style. Et puis ils ont commencé à jouer là. C'était une soirée extraordinaire. Et à un moment donné, il est venu la pluie. Ce fameux orage extraordinaire avec ses gouttes d'eau. Et lui qui a commencé à improviser avec son piano sur les gouttes d'eau, et il a déliré complet. Et on a l'impression, moi j'ai eu l'impression là, à ce moment-là, d'être dans une cathédrale. Ça m'a fait la même sensation, j'avais l'impression, il y avait un truc très mystique là, à ce moment-là. C'était juste super. Les gens, ils étaient complètement gelés, mais ils sont restés jusqu'à la fin, ils seraient restés encore après. Pascal, il avait les gants, il était là comme ça. Puis tu vois, avec le piano, fallait qu'on ait la chaleur pour le piano, parce que sinon il risquait de se désaccorder. Je crois que c'est le spectacle qu'on a fait le plus tard, ça devait être au mois d'octobre. Mais c'était juste super. Et il y avait du monde, ouais. J'ai fait mon apéritif de mariage là. C'est pour ça que je dis, eh oui, j'ai presque habité ici bientôt, ouais. Donc voilà. C'est pour ça que je dis, j'ai vraiment... Enfin, c'est un truc assez... Et là, c'était... Donc moi, je me suis marié civilement en 2006. Faut pas que je me trompe, parce que je vais me faire taper sur les doigts. C'était ça que j'aimais aussi. C'est-à-dire qu'on était... Mais il y avait... On n'était pas trop ambitieux. C'est pas une critique, hein, ni un jugement de valeur. C'était juste pas le même monde. Voilà. Donc, pour moi, ce qui faisait l'authenticité de ce lieu, peut-être que je l'ai un peu perdu maintenant, mis à part le fait que ça reste quand même une structure particulière,
Pour moi, ce côté... bon, ça, je suis consciente, sans doute, que c'était pas possible que ça perdure, mais... C'était ça que j'aimais. C'était ce côté un peu de briques et de broc, et puis on arrive à en faire quelque chose. Je sais que j'avais fait un spectacle là. On avait mis les barrières pour que personne se parque. Puis c'était un spectacle qui s'appelait Bal Musette. Puis à la fin, on avait ouvert les grandes portes derrière de la halle. Puis il y avait des gens qui dansaient, on avait fait un bal là. Puis après, on avait invité les gens du public à venir danser. Ça, c'est des choses que j'aurais jamais pu faire ailleurs. Mais que je pourrais plus faire non plus maintenant. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, je crois que c'est une période que j'aimais bien. J'ai trouvé une place d'apprentissage ici. Et puis, je me souviens, j'étais à l'école de recrues, donc je suis venue en militaire me présenter chez Monsieur Bercla, qui était colonel à l'armée. Pouf, j'ai gagné un paquet de points là. Je savais pas, mais c'est là que j'ai su qu'il était colonel à l'armée, puis qu'il aimait bien les militaires, et puis etc. quoi. Donc, ça s'est bien passé tout de suite. Et puis, il m'a engagée pour faire l'apprentissage là. Et puis, moi, ma première impression, c'est que cette entreprise, elle était connue déjà comme étant une grande entreprise dans la branche. Le patron, M. Bercla, il faisait de la politique, il était colonel à l'armée, c'était quelqu'un d'important. Et puis, peut-être que notre génération, on a encore été élevé dans le... Pas comment expliquer le respect de l'autorité, peut-être, ouais. On peut appeler ça comme ça. Ça fait que, en fait, j'étais fière de venir travailler dans une entreprise comme ça. Fière d'avoir été engagée par ce monsieur. Voilà. Et ça, c'est mon premier souvenir. 68, Paul André, il m'a dit, son oncle travaillait à la Plan Les Watts à Genève, aussi serrurier, Margouliche, Arthur Margouliche, ancien boxeur de champion d'Ovalaisan. Ouais. Alors moi j'étais chez lui. Alors lui il m'a dit, combien tu gagnes à l'heure chez Bercla Métraillé? Moi j'ai dit 4 francs 70 et quelques comme ça. Moi je te donne tes 6 francs à l'heure. Alors moi j'ai dit oui, mais moi maintenant c'est obligé de déménager. On va déménager à Genève. Alors commencer et faire signer contrat avec lui jusqu'à 1970. J'ai travaillé avec lui là au CERN. Et puis 1970, c'est mon papa, il est décédé là-bas. Un peu malheureux, qu'est-ce que vous voulez? C'est mon papa, il est... Mais non, mais maman, c'est 3 mois, et mon papa, il est décédé. Alors nous, on a voulu retour à Turquie. Et comme je suis ouvrier, j'ai pas beaucoup d'argent.
J'avais ces 2500 liras, ces 2200 francs, et pour lui, économiser. Mais seulement pour cercueil, apporter jusqu'à Turquie, 7000 francs. Alors, pas d'argent. Alors j'ai demandé le patron de... Je connais pas les banques, encore, pour demander crédit. J'ai jamais été à la banque et demandé crédit, je sais pas comment. Alors j'ai demandé à mon patron. Mon patron, il m'a dit, oh non, moi je peux pas donner. Alors, j'ai un frère, Kavit, Yavit. Il travaillait chez Bercla Métraillé en même temps. Alors, j'ai téléphoné à mon frère. Alors, j'ai dit, demande à ton patron et Bercla Métraillé. Alors, lui, il demande à patron. Métraillé, il a dit, une condition. Si ton frère, appelle-moi ton frère, moi je discute avec lui. Alors, moi, j'ai discuté avec Métraillé, il m'a dit, Guldur, je vous le dis, condoléances, mais je vous le donne, ces 10 000 francs. Mais seulement une chose. Si tu reviens en Suisse, chez Bercla Métraillé, si tu viens, moi je te donne les 10 000 francs. Sinon, on ne donne pas. Et puis après, lui il m'a donné 10 000 francs. On a apporté les cercueils en Turquie. Décédé, retour. Déménagé à Sierre. On était à Sierre. J'ai recommencé chez Bercla Métraillé. Des nouveaux, ces mêmes places. Bon, il y avait par exemple une chose qui me revient maintenant, qui m'a toujours servi et je le remercie maintenant. On avait 25 centimes à l'heure, alors on faisait 220 heures par mois, ça faisait 250 et quelques balles. Alors là, il donnait aux gens qui arrivaient à l'heure et qui fumaient pas, il donnait 50 francs en prime. Vous voyez ce que ça fait à peu près l'équivalent du salaire. Et moi, pas. Oh. Pour ça, j'ai jamais commencé à fumer. Et je le remercie. Si on buvait pas d'alcool, on avait une prime. Moi, je bois... avant, je buvais de temps en temps une bière. Mais c'est fini, je bois. Pas une goutte d'alcool. Mais ça, c'est exceptionnel. Hein. Moi, je préférais avoir touché la paye et puis me prendre une cuite le samedi. Alors, par solidarité, j'allais avec des ouvriers. Quoi, ouais. Mais ce qui m'a permis, je pense, d'être respecté. Parce que c'est dire, c'est pas le mec qui vient faire le malin, hein, parce que le mec qui a fait HEC puis qui arrive pour gérer un atelier de serrurerie, c'est assez curieux, hein, donc il faut quand même se faire accepter par l'équipe, hein, après en disant qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Bon, comme il me connaissait beaucoup depuis tout gamin, il savait qui j'étais au moins. Mais c'est vrai que c'est pas le chemin standard, on va dire. Alors voilà. Mais moi, à l'âge de 7-8 ans, déjà, je venais pendant les vacances avec mon père, pour travailler avec mon père, lui donner un coup de main, etc., disons. Et puis, mon père, il faisait de la politique aussi. Et à un moment donné, son frère est décédé, au moment où je terminais mes études. Hein. Je m'apprêtais à partir à l'aventure, et puis je suis venu donner un coup de main à mon père, comme d'hab, pour... Et puis, ouais, je suis resté 7 ans ici, donc ça situe un peu le coup de main. Je ne sais pas si ça vous apporte quelque chose, parce que mais du fait qu'il n'y a plus les machines, c'est difficile, parce que moi je vois un théâtre.
J'imagine où sont les machines, mais comme elles sont plus là, donc... Ouais. Je crois que ça sent encore. Si on fait un effort, on sent encore un petit peu l'odeur de la charpente métallique. Hein? Il y a quelque chose, il y a une espèce d'odeur derrière, mais qui est un peu cachée par ce qui existe ici, mais... Voilà. Alors, je vais vous amener dans une autre direction, puisqu'on parle beaucoup maintenant des problèmes d'islam, etc. Donc, nous, on a eu beaucoup de Turcs, ici. Il y avait les problèmes religieux, les problèmes d'acclimatation. C'est clair que les gens, au début, ils sont arrivés avec leur tapis de prière. Et, ça va pas tant aller, il faut peut-être voir pour calmer la pratique pendant le boulot. Et puis, ça s'est très bien passé, parce que c'est des génies de la construction. Par exemple, vous faites des escaliers en colimaçon, comme ça. C'est quasiment impossible de faire un plan et un dessin d'un escalier comme ça. Donc, les gars, ils arrivent, ils s'asseyaient par terre, ici, et puis, avec une craie, dessinaient des trucs. À côté, il y a l'Italien avec le maître. Lui, il ne savait pas compter autrement que 1 à 1. Donc, il ne pouvait pas mettre son mètre et dire ça fait 1,50 m. Il comptait 15 fois. Puis avec ça, il montait un machin, des escaliers. Oh, il y a des anecdotes sur justement ces personnes qui, d'abord, ont été finalement... c'était pas des réfugiés, mais c'était économiquement. Ils venaient ici, puis le premier, il disait au cousin, il disait à l'autre. On a eu 20 à 25 Turcs qui sont venus cette année. Il faut voir que c'était pendant les grandes périodes Schwarzenbach et Kohl. Donc ça, c'est les deux grosses initiatives anti-étrangères. Donc en fait, à un moment, il y a eu des initiatives, c'était en septembre 73, je ne me souviens plus exactement. La première, c'est qu'en fait, le problème, c'est que les Italiens, le dimanche, ils étaient dans la rue avec les gamins puis ils faisaient du bruit. Si vous imaginez qu'aujourd'hui on est tellement malheureux d'avoir ces villes qui sont mortes le dimanche. Mais les Valaisans ils ne supportaient pas. Parce qu'ils jouaient dehors, ils faisaient du bruit. Alors, enfin les Valaisans, les Suisses. C'était pendant le temps du film Les Faiseurs de Suisse, enfin cette période-là. Et ils leur ont mené la vie assez dure, mais disons... Ils étaient respectés, c'était des travailleurs. Il faudrait peut-être plus voir avec eux. Moi, je ne peux pas avoir le ressenti. Nous, on a peut-être une image un peu... L'image du patron, hein, c'est un peu idéal, comme ça, on a toutes, c'était super tout ce qu'on a fait. Il faut aller voir ceux qu'en étaient les victimes, quoi, si j'ose dire. Mais disons, bon, ils avaient du boulot. Mon patron, il m'a dit... Monsieur Guldur, est-ce que tu es pratiquant ou bien croyant? J'ai dit, moi, je suis ici. Il n'y a pas mosquée, rien du tout. Je suis croyant. Je ne peux pas pratiquer. Pratiquer seulement, c'est arriver à la maison, j'ai fait les prières à la maison. Sinon, en principe, notre religion demande 5 fois par jour pour prière. Ça, c'est donc je suis musulman, dire d'accord. Mais ça, c'est pour très 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 anciens temps. Parce que les gens, avant, c'est tourner les pouces, rien du tout, obligés de prier.
Maintenant, c'est dans un atelier. Travailler 11 heures par jour. Comment prier 5 fois par jour? Tu peux pas. À notre religion y a dit prière, travail, égal. Si tu travaillais, même chose que prière. Si tu priais, même chose que travail. Mais avant, les gens, ils n'ont pas de travail, rien du tout. C'est seulement, ça demande Dieu, prier, prier, Dieu. Dieu, il donne pas. Si tu travailles, c'est Dieu donné. D'accord? Oula. Pour ça, moi, j'ai... Alors, comme j'ai dit, on a fini les travails le jour, le midi, avec le fifon. Fermez l'atelier. Je donne la clé à Fifon. Salut, salut. Fini. Lui est parti, lui a pris sa voiture. Moi, j'ai pris le sac avec la salopette dedans. Je suis parti. À peine de dépasser devant le métallurgie, le beau-fils à Serge, il m'a dit, Guldur, comment ça va? J'ai dit, voilà, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, maintenant, je vais le chômage. Est-ce que tu vas à inscription? Oui, j'ai l'inscription déjà. Bon, ça va. Mais, vous voulez travailler chez nous? J'ai dit oui. Au lieu de gagner ces 2800 francs avec le chômage, j'ai dit 3500, je travaille quand même. Bon allez, dès lundi matin, tu viens travailler. Alors moi, j'ai été tout de suite à la chômage. À Sierre. Il y a une blonde madame. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, moi j'ai déjà seulement passé ici pour le remplir, le papier, le chômage. Eh, il y a toujours la turque, toujours la turque. J'ai dit, ouais, donne le papier s'il vous plaît. J'ai dit, moi j'ai pas besoin de chômage, j'ai trouvé travail déjà. Elle est choquée. Elle s'est dit, pas possible, un type comme ça. Mais c'est vrai, hein. J'ai déchiré papier. J'ai dit que je veux pas le chômage. Parce que j'ai honte au chômage. Chômage, pour moi, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que chômage, pour tricher argent. Moi, j'ai dit, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien gagner mon argent avec transpirer. Sinon, ça va pas. Alors, j'ai été chez les métallurgies. Mais là-bas aussi, ils ont jalousie. Ils m'ont donné, très ancien appareil avec chaque boule de côté 50 kilos, tu vois, tourner. Puis 3 mois j'ai travaillé, puis j'ai voulu tenir, taper, là, c'est mal. Alors j'ai été à l'hôpital, fini, ligament c'est 2 mm. Il m'a dit, docteur, pas possible le travail, sinon couper le bras. J'ai dit, mais écoutez voir, c'est pas possible. C'est possible, pas possible. Alors j'ai été chez le docteur, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, Guldur, hein. Ça c'est, maintenant c'est l'ail. J'ai dit, non. L'ail, non. J'ai dit, moi, j'aime pas l'ail. Et quoi faire? Quatre mois après, je retourne en Turquie définitivement. Voilà. Le retour, c'est comme ça.
Vous avez lu Lucky Luke, les Horace, les O'Hara et les Otimins, c'est les deux familles qui se tapaient sur la gueule pendant tout le livre. Bah, il y avait d'un côté Métal Léger, où il se trouve maintenant l'école d'art, de l'autre côté, puis tous les halles qui ont été démolies. Et puis de ce côté-ci, Bercla Métraillé, puis ça c'était O'Hara et Otimins. Puis à la fin, bah, le fils O'Hara, il a marié la fille Otimins, parce que Marlène a marié le fils. Bon, ça c'est une grande anecdote, parce que c'était des rivalités qui étaient extrêmement dures. C'était deux partis politiques différents. Donc. Les uns étaient PDC, nous, radicaux, ou libéraux radicaux aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que à notre mariage, c'était quand même drôle aussi parce que ça a été un peu l'histoire de toute la ville. Évidemment, cette réunion de ce mariage de frères ennemis, c'est Roméo et Juliette. Et quand on s'est mariés, il y a quand même un petit malin qui avait inséré une annonce dans le journal de Sierre, le journal local, qui disait en gros, pour des raisons de je ne sais plus quoi, 3 km de fil de fer barbelé à vendre, adressez-vous soit chez Bercla Métraillé, soit chez Métal Léger. C'est vrai que ça racontait toute l'histoire. Je passais devant, j'avais une copine qui habitait ici à côté, donc je passais devant, j'ai pas grand souvenir de ce lieu. Non, moi, si je devais raconter les débuts comme moi je les avais perçus, quand même père paraît ça. C'est une bâtisse qui était là, j'y étais jamais rentré avant. Je les imagine à une vingtaine. Faut savoir que mon papa était le beau-frère de d'un des Bercla puisqu'il avait épousé la maman de Marc-André. Moi, la première fois que je suis rentré, c'est quand on a pris ces lieux. Puis on s'est dit, voilà. Donc il y avait un lien familial très fort, puis c'est là-dedans qu'on va le faire. C'est là qu'on va faire le théâtre. je me rappelle que mon père disait toujours que les deux frères Bercla, c'était les serruriers hors pair, c'était des gens géniaux dans ce domaine. C'est une boîte qui a fait faillite à un moment donné, hein, donc l'usine a fait faillite. Très aventureux, je pense. D'ailleurs, c'est eux, j'imagine, qui ont imaginé par la suite les citernes. Et en fait, pour commencer l'histoire, donc il y a ce André Schmitt. À un moment donné, il est arrivé avec ce projet de faire un théâtre à Sierre. Les cuves métalliques, ça aussi, ça a été important. Ah bah, à l'époque, personne n'aurait donné... C'était ridicule, l'idée de faire des cuves de vin métalliques. Enfin bref, tout ça. Et puis voilà, ils ont recherché un petit peu des lieux à gauche, à droite pour une éventualité de faire un théâtre. Et mon père, c'était quelqu'un qui avait fait une bonne école de commerce, mais il n'avait pas vraiment de formation non plus. Et puis pour la création de l'atout. Mais ils avaient la passion, ils avaient réussi à bien se trouver ensemble. Et je pense au début, c'est ça qui a fonctionné, que ça a fonctionné longtemps. Et ils ont trouvé ce lieu-là qui était juste magique. Jusqu'au jour où des ennuis de santé, d'autres phénomènes dans la vie ont fait qu'ils ont tous un peu lâché pied. Par contre, ici, il y a toutes les machines qui ont été sorties, je pense qu'elles ont été vendues. Et tout le reste, c'était un bordel, mais indescriptible. Il y avait des papiers, il y avait des plans, il y avait du bordel dans les bureaux. Il y avait encore les armoires des ouvriers. Il y avait comme si ça avait été saccagé à l'intérieur. Juste les machines qui sont sorties, puis le reste, voilà.
Et puis dans cette salle ici, il y avait justement cette couche de poussière et de machin. Je pense qu'il y avait des parties métalliques. Et puis on était avec Elisabeth Hulen et puis on poussait ça avec des grands balais. Puis papa qui nous engueulait, puis il disait mais il vous faut mettre des masques, parce que sinon vous allez vous empoisonner. Les carreaux ici, ils étaient tous à moitié pétés, donc mon papa qui grimpait puis qui cassait les carreaux. Oh non mais c'était franchement, on était complètement cassés. Quand je repense à ça, je me dis mais on a fait un boulot de titan. On était en autogestion complète, ouais. Ça c'est la liste des gars qui a travaillé là. Ça c'est Métraillé, Victor Berclam, Marc André, non Métraillé, la fille et Métraillé, tu vois. Marlène, Ratassi, son frère Jean-Marc. Tu vois, Martial, ici je crois. Créta Daniel, avec Paul André. Et puis les autres, Marcel Violet, Bumba et... Ça c'est Magasinier Ischier, Raymond Ischier. Et puis... Ça c'est Néné, il s'appelle Guido. Magie Culture, oui, lequel c'est? Il y a un petit et un grand, ils étaient deux frères. Et le petit c'est celui qui avait la fille, jolie fille, et qui lançait le marteau à travers l'atelier quand on lui parlait de sa fille, ouais je crois, c'est le petit. Et là il y a Colin, tu vois. Fouguel il est mort, c'était le chauffeur du camion. Conduisait le camion puis il pompait, c'était pas bien ça. Lui, Jean-Pierre Thorin, ça c'est le... Il était chef d'atelier de la charpente, à ce moment-là. Il est à la retraite, lui. Ça c'est Sylvain Miranda, Francis Constantin. Un gars qui travaille à l'extérieur, c'est Daniel Vanière, responsable du montage, de la serrurerie. Pas de l'autre côté, faut pas mélanger. Lui, il habite à Ventône. Les Italiens là, mais je sais pas s'ils seront encore là, ceux-là. Ça c'était le fameux Italien là, mais lui il est... Je sais pas s'il est mort parce qu'il était déjà vieux. L'arbitre de football Calzoni Giovanni. Jean-Baptiste Buisson. Les membres fondateurs d'Atout. Oh, il y avait René Pierre-Antilles aussi au départ. Biederboss, ça c'était, mais tu vois. Henri-François Créta. Alors certains, ils ont pas fait long. Valérie Jean-Marie Grand. Sylvia qui gérait le bar. Ouais, ça c'était vraiment le tout début, ça. Marcel Roche, mon Dieu. Elisabeth Hulen. Ghislaine, je sais pas. Janine, je sais pas. Franco. Guy Pierre, un des présidents. Marie-Paul Dufray, éventuellement, il faut lui demander. André Schmitt, le fondateur. Alors certains n'ont pas fait long. Et puis d'autres, oui, ils sont restés plus longtemps. Oh bah oui, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ah oui, on était 16. Mais j'ai pas, justement, moi j'ai pas vécu vraiment la fin où ça devenait l'horreur, etc. J'en ai évidemment entendu parler. Sûr qu'il y a certainement des gens qui se sont retrouvés un peu sur le carreau, donc moi j'en fais pas partie. On a réussi
Néanmoins, à faire que ce lieu qu'aurait peut-être été rasé, on aurait peut-être fait, je ne sais pas, des buildings ou des appartements subventionnés. Il en faut aussi, mais il y a assez d'endroits maintenant qui le font. Et je trouve que c'est beau d'avoir un lieu pareil pour une petite ville comme Sierre, c'est extraordinaire. Donc, ça valait la peine. Après Yari, justement, je pense qu'il y a eu un moment où peut-être l'erreur, il aurait peut-être fallu être conscient puis dire « Ok, maintenant on donne avant qu'on nous jette ». C'est ça. À mon avis, c'est ça peut-être la seule erreur que je dirais que Latou a fait. Mais bon, de nouveau, j'étais pas là, donc c'est facile de dire. Et puis là, c'est sûr qu'il y a des gens qui se sont accrochés, mais sans doute par amour, quoi. C'était pas par égocentrisme ou bien pour dire non. Je pense qu'il y a des gens qui ont mis leur tripes dans cet endroit, indéniablement. Donc voilà, quand vous vivez, vous mangez, vous dormez que pour un lieu comme celui-là, le jour où on vous en jette, vous ne pouvez pas vivre ça bien. Mais bon, ce n'était pas mon cas. La petite histoire, elle est là-bas, vers le coffre. Et donc, je me rappelle que parce que tout ça, s'est passé assez vite, le fait qu'on soit tombé amoureux, puis qu'on ait décidé qu'on n'avait plus de temps à perdre, puis qu'il fallait qu'on y aille assez dardard, je me rappelle que je m'étais dit, mais comment je vais annoncer ça à mon père? Et donc, je lui avais écrit une lettre. Et une lettre où, en gros, je me disais, il faut que je le chope d'entrée pour qu'il écoute. Alors, c'était beaucoup de compliments sur lui, sur pourquoi je l'aimais tellement et tout. Puis, en gros, je lui avais trouvé son jumeau, ce qui s'est avéré assez vrai. Ils avaient beaucoup de points communs, finalement, mon mari et lui. Enfin bref, je le gardais comme ça et à la fin, je lui disais, ben voilà, l'homme que j'aime, c'est Tagada. Et je me rappelle que je n'avais pas eu le courage de rester. J'étais venue lui amener ça ici dans son grand bureau. Et je m'étais dit, si jamais il pique une crise, ou s'il me déçoit, ou s'il me dit un mot de travers, je ne pourrais jamais lui pardonner. Donc j'étais partie. Tout de suite après, mon père, dans ce genre de situation, il était capable de dire « Et ton fort libéral d'idées, amène-nous-le ». Enfin, il avait quand même tout de suite, il jouait comme ça. Mais ce que j'ai trouvé touchant, et ça je ne sais pas si c'est toi Jean-Marc, c'est que après la mort de mon père, au moment où on a repris possession de son bureau, dans ce coffre, parmi les papiers importants, outre les factures et les commandements de payer, au milieu du coffre-fort, il y avait la lettre que je lui avais donnée et il l'avait gardée là précieusement. Et moi, ça m'avait... Et ça revient à ce qu'on disait, dans la vie, tout... Quand on perd pied, quand tout s'évanouit comme ça, il y a des choses capitales qui restent et qui deviennent tellement précieuses que finalement, ça devait être un des trucs les plus précieux qu'il avait dans ce coffre. Et ça, moi,
C'est pour ça que la première fois que je suis venue, puis que c'était une sorte de... C'était là, comment on appelle là, les lieux où les gens de théâtre une loge. Je ne sais pas s'ils ont conscience quand ils sont dans ce bureau. Puis quand on dit que la clé, elle a toujours pas réapparu, je me dis, Dieu sait s'il y a encore quelque chose. Lui, il s'est fâché quand je suis parti. Il m'est trahi. Bon. Quand je suis allé lui dire que je partais, il me suis fait recevoir. Ah bah parce qu'il était fâché que je parte. Et il a... Moi, je suis parti chez Swisscom. Alors, ça s'appelait pas Swisscom à l'époque, c'était les PTT. Lui, il était fâché parce que il disait on forme des gens et puis après ils partent. Puis quand j'ai... Ouais, puis je pense, ouais, lui, Robert Métraillé, il aurait voulu faire comme en football, un transfert, et encaisser quelque chose. Mais ça, c'est de l'esclavage, quoi. Ça se fait plus. Non, je m'en rappelle, il était fâché. J'ai retrouvé hier soir. Ça, c'est beau, ça. C'est là que je me suis fait engueuler. C'est ma lettre de démission d'ici. C'est rigolo. Je ne l'ai plus relu. C'est extraordinaire. Et c'est pas mal. Messieurs, je porte en reconnaissance que j'ai été engagé à la DAT à partir du 1er août 1987. Je vous prie de prendre note que je cesserai le travail dans votre entreprise le 31 juillet 87, sous déduction des jours de vacances auxquels j'ai droit pour 1987 jusqu'à cette date. C'est avec plaisir que j'ai travaillé dans votre entreprise au cours de ces dernières années. Je vous remercie pour l'excellente formation que j'ai reçue chez vous et pour la bonne collaboration dans le travail. Veuillez agréer, messieurs, mes salutations distinguées. C'est qu'est-ce que on n'oserait plus écrire comme ça maintenant. C'est ça qui est sonné. Hein? Ouais, c'est pas mal. Non, moi j'aimais bien. Moi j'aimais bien. J'ai toujours aimé dessiner. Écrire, dessiner, ça m'a jamais dérangé. Et puis, j'étais aussi un manuel, donc j'ai tout le temps, depuis que j'ai fini de... En fait, j'ai plus jamais exercé le métier de serrurier, depuis que j'ai fini l'apprentissage, vraiment, mais j'ai tout le temps exercé ce métier-là quand même. En dehors du boulot, à droite, à gauche, j'ai tout le temps fait des bricoles. Mais les trucs, quand j'ai construit ma maison, j'ai fait un escalier pour moi. J'ai fait parce que j'adore ça. Ouais, j'ai fait des cours de forge. En dehors du boulot, le samedi et tout. Ouais, j'ai fait. J'ai ferré les chevaux. Ça, c'était génial, ça. J'ai fait ça qu'une fois, mais j'ai fait. J'ai fait le fer à cheval, les posais. Non, c'était bien. En fait, quand je rentre, en fait, maintenant, je travaille dans une boîte qui fait de l'aluminium surtout. Hein. Moi, je peux... Donc, on fait des vérandas qu'on fabrique chez nous, à l'atelier. Donc, c'est que de l'aluminium. Je sais pas comment dire, c'est un très joli métier, mais il n'a pas d'odeur. Tandis que la construction métallique, quand on est avec l'acier, donc le fer, ça a une odeur. Quand je rentre dans un atelier qui fait de la construction métallique, j'adore ça. L'odeur du métal, c'est un truc qui est... J'ai toujours aimé. Et
Et je vais des fois parce que j'ai un voisin dans mon petit village, là où j'habite, qui a une petite serrurerie. Et puis j'ai la clé, je peux aller bricoler quand je veux. Puis je vais de temps à autre, comme ça, faire des petits trucs pour moi. Puis là, mon épouse, elle me dit « Ah, tu sens le forgeron. » Mais j'adore ça, c'est vrai que c'est un métier. En fait, moi, j'ai fait de la menuiserie après. Pour moi, j'ai travaillé à la construction de mon chalet. Donc, j'ai posé des portes, posé des fenêtres, j'ai fait des lamages, des l'embourbages, la charpente, j'ai tout fait. C'est pas la même chose, c'est pas la... C'est tel... Il me semble, le bois, c'est tellement précis. On rabote un petit coup, on coupe, on fait comme on veut. Tandis que le métal, c'est quelque chose de précis. Si on dit que ça fait 392 mm, c'est 392 mm, c'est pas 391. C'est très précis. Parce que c'est un côté mécanique, c'est un côté où on ne peut pas prendre la raboteuse et puis on ne peut pas couper ou tordre comme on veut et puis une fois que c'est tordu, donc ça va. Ouais, c'est ça. De ce côté, c'est un côté passionnant du métier. Ça, c'est les dessins. C'est des dessins que j'ai faits d'ici. C'est même des trucs, je trouve, intéressants. Ça s'appelait la géométrie descriptive. Alors, quand tu as fait ça, tu te représentes les choses dans l'espace. Puis c'est fait tout à la main. Ouais. On dessinait tout à la main. Les charpentes métalliques complètes à l'encre. Qu'est-ce qu'on sort? Le grand, il est joli, le grand, hein? Il représente rien, mais il est tellement joli. En fait, la base du cône, c'est un rond. Ici, la base de ce cône, c'est un rond. Un rond qui est parfait. C'est ce rond-là. Après, on divise le rond par 12, hein? Pas par 13. Parce que le premier, on ne compte pas. On fait 1, 2. À 2, c'est 3, et à 12, c'est 13. Et quand on a divisé par 12 le rond ici, chaque fois, donc chaque distance comme ça, c'est la même donc, sur le. Et après, on reporte ces traits là-dessus, ici. Et après, quand on fait le développement de la pièce, on prend la côte qui est ici, et on la met là. Et après, si on transpose après, si on tourne là, si on tourne la pièce comme elle est là par exemple, puis qu'on refait la... ou bien, ici elle est tournée comme ça, puis qu'on refait la division aux mêmes choses, en retrouvant, on retrouve la côte. Là, il n'est pas dessiné, mais c'est celui... Non, c'est pas celui-là. Et puis après, chaque fois, la côte qu'il faut mettre ici, à plat. Et après, on a une courbe. En suivant ces points, on trouve une courbe. Puis on va découper la tôle, cette forme-là, et puis on va la rouler, et puis ça va donner une cône avec l'entrée de l'autre ici, de celui-là, qui sera parfaitement juste. On n'a plus qu'à souder.
Et puis, un mauvais souvenir, c'est le jour où je me suis amoché les doigts. Ouais, j'étais seul le vendredi saint 4 avril. Vendredi saint 1972, avec une tronçonneuse. Pressé de partir à la maison parce que j'avais des vacances. Quand j'ai eu fini, parce que normalement, si vous vous en... la lame, elle sort comme ça de la table. Et puis on va avec une pédale. Mais si on doit couper quelque chose en longueur, on la laisse dehors 3-4 mm. Comme ça, si vous vous faites, c'est juste une entaille. Puis, moi j'étais pressé, j'ai mis l'or 10 cm. Bah, je devais couper les deux côtés sur 6 mètres. Puis quand j'ai eu fini, j'avais un balai pour nettoyer. Prends un balai comme ça avec les deux mains. Puis j'ai pu penser que la lame elle tournait. Alors j'ai eu là 3 doigts. 2 ils ont remis, un il était malheureusement plus là. Puis j'étais seul, essayer de prendre les morceaux, mettre dans la poche, la voiture et aller à l'hôpital. Alors ils m'ont remis 2 doigts, puis après ils m'ont opéré des tendons, mais ça ils ont fait à l'hôpital ici. Puis après j'étais à Lausanne dans la clinique de la Longerie, non loin de la gare pour me... Mais ça c'était un mauvais souvenir et puis c'est... Maintenant je m'habitue après 40 ans, hein, mais si vous touchez-vous à le doigt là, c'est pas mort. Et réchaud là, la température, puis non, vous touchez là, c'est froid. Mais maintenant je suis habitué, je mets plus de gants. Mais c'était assez douloureux et emmerdant, puis... Non, des bricoles. Non, mais il y a eu quand même des accidents graves, mais pas beaucoup. Mais c'est clair, les doigts et tout là, ça c'est... Faut vite. Et puis, souvent il n'y avait encore pas le matériel ou bien par exemple les lunettes. Tu voyais plus clair, t'enlevais les lunettes et puis tout d'un coup, t'avais un morceau de... Mais le prince, par exemple, les presses, les plieuses. Les citernes à Mazou, ils faisaient souvent des tôles comme ça, pour la rigidité. Alors ils mettaient la tôle de 6 mètres dans la presse, puis pouah, c'était une presse de 80 ou 100 tonnes qui descendait, puis qui faisait la... Puis on avait un Italien pour pousser un petit peu la tôle, parce que c'était sur des roulements à billes pour la régler. Il a mis dedans les 2 mains, puis il a plié sur le... Il a mis les 2 mains juste au moment où il avait les 2 plots qui descendaient. Non, c'est... Non, mais des petites bricoles, il y a toujours eu. Hein. Ah non, lui, il avait... Ah non, la main, elle avait la grandeur de ça, mais 3 mm d'épée. Non, c'est... Ça, si, par la ceinture. Ah, pour le fa. On le suspendait à midi quand on partait, et puis on le redescendait quand on revenait à 1h. Bien alors, on lui mettait de la colle dans la semelle des souliers au fond. Puis à 1h, il partait, et quand il revenait, il mettait les souliers, il travaillait, puis le soir, il ne pouvait plus enlever les souliers. Mais ça, comme partout. Alors j'imagine que c'était des bagarres un peu interethniques ou je sais pas quoi. Parce que moi, si tu m'avais dit ils se battaient plus, ou moins, j'aurais jamais su dire qu'il y avait plus de violence. Je pense même que pour que ça vienne chez nous, pour que ça sorte d'eux et que ça rentre dans les bureaux, il fallait du sang, hein, ou il fallait quelque chose de grave. Il fallait l'ambulance. Parce que je pense que les comptes se réglaient entre hommes. Hein. C'était pas des genres d'histoires à se plaindre après chez le patron ou... Eh, beaucoup bagarré. Ah, je dis franchement, j'ai bagarre beaucoup. Parce que moi, j'ai toujours cherché droit. Moi, j'ai fabriqué ces 2 chevalets pour le exprès inox, tôle inox. Il ne faut pas être contact avec le fer, sinon c'est rouillé. Allez dessus aussi, j'ai mis des tapis aussi. J'ai travaillé pour les inox. Moi j'étais à la maison, après-midi arrivé à l'atelier, Martial, il a piqué mes chevaliers. J'ai dit, écoutez voir, ça c'est pour inox, pas pour le métal. Alors j'ai dit, donne-moi, rends-moi mes chevalets. Lui il dit non. Alors moi j'ai chicane, lui aussi chicane. Il a voulu taper. Quand il a voulu taper, moi j'ai voulu stopper. Mais il y a Cléva, encore une
Quand ils m'ont tenu, Martial, il m'a tapé. Moi, je peux pas taper parce qu'ils m'ont croisé. Alors moi, j'ai écarté les autres, j'ai pris un marteau, j'ai une fois tapé sur le dos Martial, et puis Martial, il a pris le pioche. Ah oui, tu vois, le pioche, ils m'ont voulu ça. Et même temps que Daniel, entre deux, moi j'ai été à tournevis, j'ai dit, mais écoutez voir, si vous voulez me taper, moi je tape aussi, hein. Et Métraillé, il a dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit, pas besoin de crier, appelez les deux dedans. Allez, appelez dedans, commencez à discuter. J'ai dit, écoutez voir, moi j'ai raison, chevalet à moi. Lui, il a besoin d'un chevalet fabriqué lui-même aussi. T'es d'accord? Mais c'est Berka, j'ai dit, ouais, je sais, ici Berka Métraillé. Mais chevalet, c'est moi qui ai fabriqué. Lui a pas le droit de prendre mon chevalet. Puis après, chicane, mais après c'est fini, t'es calmé, tu vois. Lui calmé, moi calmé. Ou alors ce qu'on faisait, quand il y avait des gens qui avaient des souliers, parce qu'il y avait des souliers où il n'y avait plus le cuir. Alors quand il y avait des gens qui avaient des souliers où il n'y avait plus le cuir, avec bout métallique, vous savez, eh ben, il y en a un qui venait d'un côté, puis il mettait parce que pour souder, il faut la masse, puis l'électrode. Alors, il mettait la masse sur le bout du soulier sans qu'il s'aperçoive, puis de l'autre côté, il tapait l'électrode. Alors...
Parce que moi, je suis rentrée de voyage à 25 ans. J'avais pas mal bourlingué, Genève, Lausanne. Après, j'ai vécu au Mexique. Et puis en rentrant, il n'y a plus personne qui me connaissait. Merci. Donc, j'étais la sœur à Monique. Monique faisait partie de la télé, elle faisait partie du journal local, elle faisait du théâtre et tout ça. Donc moi, j'étais juste inexistante. Et en plus, je me suis mariée avec un mec d'ici. Donc j'étais la femme de, la maman de... Enfin, moi, j'étais plus existante, franchement. Ma sœur m'a dit, mais pourquoi t'irais pas, toi, à l'atout, et puis ça te sortirait, ça te ferait du bien. Ce truc qui m'est tombé dessus, mais comme un cadeau. J'étais enceinte de mon 3e enfant, et puis c'était vraiment le truc de me faire revaloriser par rapport à ce que j'étais. Par rapport à une vie de famille, où donc déjà j'ai arrêté de bosser, où j'étais vraiment que avec mes enfants. Et puis là, tout d'un coup, autre chose qui s'ouvrait pour moi, ça a été un redépart dans quelque chose. C'était génial à ce niveau-là.